De retour dans le jeudi anthropologie, nous commençons le cours du jour sur les chiffres. Oui, totalement. C'est-à-dire que là, on va rentrer dans une grande zone de turbulence. D'accord? Parce qu'on a peut-être aussi laissé, je dirais, un territoire de discussion un peu vierge, et donc on va rentrer dedans. La notion des chiffres arabes. D'accord? La notion des chiffres arabes, parce que pour moi, il faut être raisonnable, il n'y a pas de chiffres arabes. D'accord. Alors qu'on dit que l'écriture des chiffres... Il faut bien arabe. comprendre une chose, c'est-à-dire que nous allons essayer de remonter les pièces à conviction sur un certain nombre de choses et nous allons laisser chacun juge de l'appréciation. D'accord? Mais il faut toujours partir de ce qui se dit. Donc nous allons commencer, c'est pour ça que j'ai amené un premier document, sur ce qui est dit. Donc prenons le temps de regarder ce premier document et ça nous permettra de poser la problématique. On roule. Donc Voilà, 780 pour... Voilà. Donc on voit que nous sommes dans des périodes quand même relativement récentes. Mhm. Mais qu'est-ce qu'il faut arriver à comprendre? C'est-à-dire sur le grand principe. C'est-à-dire que l'humanité, dans la période de la préhistoire, s'est scindée en deux. Il y avait des peuples sédentaires, il y avait des peuples nomades. Donc la problématique de fond, c'est que pour faire de l'analyse scientifique, il faut avoir un poste d'observation. Donc il n'y a que le sédentaire qui peut faire de l'analyse scientifique, l'observation, qui va donner naissance à la science. Celui qui est nomade n'a pas de poste. D'accord? Donc, ça pose une réalité. Mais, aujourd'hui, on a une OPA qui a été réalisée par tous les nomades, d'accord? Donc, c'est-à-dire les Européens et les Sémites, c'est-à-dire Juifs et Arabes, qui sont des gens qui sont allés partout, dans toutes les civilisations, en tant que nomades. D'accord? Je ne vais pas revenir sur un certain nombre d'historiens qui vous disent que, voilà, nous allons dans les annales de tel peuple, nous allons dans les annales de tel peuple, tel autre peuple, pour retrouver des matériaux nous concernant, pour commencer à inventorier notre historicité. D'accord? Donc, vous voyez que ça veut bien dire que vous aviez des gens qui sont... Donc, c'est ça que j'appelle la stratégie du papillon. Il a été boutonné sur différentes fleurs, a pris des éléments. Et quand il s'est constitué un quartier général, donc en l'occurrence, par exemple, à Bagdad, donc il a commencé à synthétiser tout ce qu'il avait pris à gauche et à droite. D'accord? Sur ce qu'il a pris à gauche et à droite, il va après en Europe et dit, voilà un système de numérotation. La seule chose qu'il faut admettre, c'est que l'arabe était quand même un minimum honnête en disant que j'ai pris ça en Inde. Parce qu'aujourd'hui, l'Européen, quand il va en Indonésie aborder l'histoire de la médecine, il ne dit pas que les Grecs ont été en Afrique découvrir un bistouri. Il te fait croire qu'il est le père du bistouri et le père du stéthoscope. Réellement. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est une marque de fabrique. Quand tu as ça, c'est que tu es avec un occidental, c'est une marque de fabrique. D'accord? Bon. Il n'y a pas de mensonge à géométrie 1. À temps partiel, c'est le mensonge à temps plein. Bon. Non, il faut dire les choses clairement, parce que c'est soit on arrête de raconter des sornettes aux gens, parce que moi, quand je voyage dans un pays, tu vois bien comment la personne perçoit l'histoire du monde, dans laquelle tu dis, mais attends, mais à quel moment on t'a dit que des gens sont sortis de l'extérieur pour construire des pyramides en Afrique? Et pourquoi ils n'ont pas construit des pyramides chez eux alors? Donc voilà quel niveau de débat qu'on est. Bon. Mais toujours est-il que, vous voyez comment l'histoire elle est racontée, c'est très étrange. Elle est racontée, donc ça part de l'Inde, ça passe au-dessus de l'Afrique, vous voyez, ça arrive en Europe par l'intermédiaire des Arabes. Et puis finalement, le truc est tellement bien fait que tu te dis, ouais, bof, pourquoi pas.
Ça passe. Sauf que lorsque tu commences à te dire, non mais attends, ça paraît trop beau pour être vrai. D'accord? Parce que je vais vous dire une chose. Si vous voulez faire un gâteau, il faut des ingrédients. D'accord? Bon. Si un nomade a fait un gâteau avec tous les ingrédients qu'il faut, c'est qu'il y a un sédentaire qui maîtrisait la pâtisserie qui lui a transmis cette affaire-là. Parce que quand tu es dans le désert avec tes 2 chameaux, tes palmiers et ton sable, tu as les ingrédients pour faire un gâteau, ça. C'est ça. Donc, vous voyez ce que je veux dire par là? Donc, c'est ça la problématique de fond. Donc, les ingrédients, tu les as bien pris quelque part. Donc, il faut quand même avoir l'honnêteté et ne pas toujours se présenter comme Batman. Donc, si on peut voir le deuxième document, on va commencer une explication qui va être vraiment séquencée pour saisir la réalité de ça. Vous savez, vous avez ce qu'on appelle l'évolution chronologique des écritures antiques africaines. D'accord? C'est-à-dire qu'on a commencé par le hiéroglyphisme. C'est l'écriture monumentale, on veut dire un oiseau, on dessine un oiseau. Donc le vautour percnoptère, on va dessiner vraiment le poussin de caille, c'est-à-dire la chose, la jambe, le bras, la main, le filet d'eau. C'est la chose telle qu'elle est dans la nature. On va la vitaliser pour l'utiliser dans un système complexe d'écriture. Sauf que en hiéroglyphe, c'était à l'époque où on gravait les signes sur de la pierre. Quand on est passé sur le papyrus, on a inventé ce qu'on appelle les cursives. Les cursives, c'est qu'il faut écrire beaucoup plus vite. Donc on a commencé à simplifier les signes de manière à les écrire de façon plus simple sur le papyrus. C'est ça qui va donner le hiératique. Donc le hiératique, aux alentours de 2800, même avant 3000, on voit qu'avec l'apparition du support souple d'écriture, donc que l'Afrique a inventé et détient, la paternité du support souple d'écriture, il ne faut pas l'oublier, on a le hiératique. Et après, en 700 de l'ère ancienne africaine, on va encore améliorer le système pour écrire encore plus vite. Donc on va mettre au point le démotique. Donc vous voyez que, en fait, quand vous regardez, vous avez par exemple le vautour donc en hiéroglyphe, regardez comment il est en hiératique, regardez comment il est en démotique, ça ressemble à un chiffre 3. D'accord? On va enlever le cop parce que c'est un apport un peu grec et compagnie, même si les lettres viennent encore de nous, puisque le proto-sinaïtique qui va donner le cananéen qui va se retrouver en Grèce, ça vient encore de nous. Donc c'est alpha, bêta, mais je dirais on aura l'occasion de parler plus spécifiquement de l'écriture. Donc le deuxième tableau, c'est la même chose. On a toujours l'écriture en hiéroglyphe, première colonne, après le hiératique, après le démotique. Donc on voit comment les signes évoluent et on les stylise. Bon. Si on peut voir le document suivant, vous allez comprendre quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont fausses dans ce que je vois ou que je lis sur la problématique des mathématiques de l'Afrique. Vous voyez que l'écriture des chiffres va suivre la même évolution chronologique. Au départ, on a le hiéroglyphique. Donc, on écrit sur les. Donc, vous allez dans les temples, vous voyez cette écriture hiéroglyphique avec les symboles, les graphies hiéroglyphiques. Mais quand on va commencer à utiliser le hiératique, on va simplifier la graphie du chiffre. Et en démotique, on va faire la même chose. Et vous avez le méroïtique qui était au niveau du Soudan. Donc, vous voyez que, par exemple, si vous prenez la corde enroulée qui vaut pour 100, regardez comment on va la faire en hiératique, on va la faire en démotique. Vous voyez? Et en méroïtique. Donc, vous voyez que lorsque, par exemple, je vais revenir là-dessus, mais je veux expliquer quand même aux professeurs de mathématiques qui ont des élèves et qui leur racontent des histoires du Père Noël. Lorsqu'on vous dit que le système égyptien avait une problématique, c'est que pour écrire le chiffre 300, il fallait répéter 3 fois le chiffre 100, ce n'est valable que lorsque vous êtes en hiéroglyphe. Dès que vous êtes en hiératique, en démotique, c'est faux. Donc il faut être clair là-dessus. D'accord? Regardez, même en méroïtique, c'est faux. On n'a pas répété 3 fois le même signe. Enfin, vous le voyez. Donc, la question, c'est pourquoi on dit aux élèves et aux étudiants que le système africain avait une limite. Si on veut dire 600, il faut représenter 6 fois le même signe, alors que ce n'est valable que pour une variante d'écriture qui est le hiéroglyphique. C'est faux pour le hiératique, c'est faux pour le démotique. Donc, ça veut dire que là, la personne ment. Je vous le dis très clairement, elle ment. D'accord? Bon. Donc, vous voyez que l'évolution de la notification des valeurs mathématiques suit l'évolution de l'écriture. Bon. Si on peut voir le document suivant, puisque c'est important de pouvoir le... Voilà. Donc, vous voyez, ici, on a les chiffres africains, d'accord, écrits en hiératique, d'accord, Egyptian Hieratic Numerals. Donc, vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on monte dans les chiffres les plus importants, on ne répète pas plusieurs fois le même chiffre. On a une symbolique et on va notifier si c'est 200, c'est 700, voilà. Vous voyez, regardez comment on écrit 700.
voyez le 3 avec la grande boucle, on n'a pas répété 7 fois ce signe-là. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là? Donc, qui fait que ce qui n'est pas dit, c'est que l'évolution de l'écriture suit la même logique. D'accord? Bon. Maintenant, je vais regarder, vous avez 1328 en bas. D'accord? Vous avez le signe égal. Le signe égal égale le 8. Le 8. Vous voyez? Donc, ça veut dire que si vous prenez le premier signe qui est 1000, regardez 1000, donc vous avez la présentation, donc le début du signe avec le 1000, qui est l'espèce de 2 retourné là que vous avez. D'accord? À la fin. Voilà la fin. Après, vous avez 300. Donc, donc, vous voyez comment c'est écrit. Mais ça s'écrit dans les deux sens. C'est-à-dire de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche. C'est ça la particularité de l'écriture hiéroglyphique. C'est-à-dire ça s'écrit dans pratiquement tous les sens, sauf de bas vers le haut. Bon. Si on peut voir le document suivant, parce que c'est quand même important. Voilà. Donc, quand vous êtes sur les papyrus, et que vous prenez un papyrus de mathématiques et que vous voyez l'évolution au fil du temps, parce que vous avez des mathématiciens qui vont commencer à noter des valeurs en 2800. Et après, il y en a qui continuent en 2000, en 1500, donc 1500 de l'ère ancienne africaine, 1400, parce que le démotique arrive en 700 de l'ère ancienne africaine. Donc, vous avez une accélération de la notification du chiffre sur le papyrus. D'accord? Donc, regardez la colonne hiératique. Vous voyez la colonne hiératique sur la gauche. Et vous voyez les valeurs 1, 2, 3, 4 et compagnie. D'accord? Bon. Si on peut voir le document suivant, ce serait intéressant. Voilà. Jean-François Champollion dit, mais c'est très étrange, parce qu'on donne aux chiffres, la notification, une origine non africaine, mais quand je prends les papyrus en hiératique et en démotique, je vois 1, 2, 3. C'est-à-dire, vous voyez bien que c'est comme ça qu'on fait 1, c'est comme ça qu'on fait 2, c'est comme ça qu'on fait 3, et machin. Donc, ça veut dire que le système de notification de chiffres en cursif, ça veut dire quoi? Je mets, par exemple, mon stylo sur une feuille, je fais la totalité de la valeur mathématique avant de lever mon stylo. C'est pas comme un hiéroglyphique, par exemple, je vais faire un trait, je soulève mon stylo, un deuxième trait, je soulève mon stylo, un troisième pour dire 3. Là, je fais tac, 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 et je dis 3. C'est-à-dire, je ne fais plus les 3 traits. Je fais un premier trait que je relie au trait du milieu, que je relie au deuxième trait d'en bas, qui va me donner la valeur 3. Donc, la chose, c'est comment on peut dire que ça vient des Arabes ou ça vient des Indiens lorsque vous avez du hiératique qui apparaît en 2800 de l'ère ancienne africaine, et on n'est pas dans du furtif. Je vous montre des papyrus, je vous montre même le document de Jean-François Champollion qui dit Demotic and Hieratic Originals. D'accord? C'est clair. Moi, je dis simplement qu'il y a une chose quand même qui est un peu dommageable, c'est cette propension à éliminer l'Afrique dans des disciplines scientifiques où elle est maîtresse, c'est-à-dire c'est né là la première fois. Mais nous avons une chose qui est extraordinaire, c'est que nous, c'est pas en l'air, on a des documents. On a des documents, c'est-à-dire on voit la notification. Il y a des chercheurs qui ont notifié ça. Donc c'est ça qui est important. Et vous voyez, à côté, vous avez les signes hiéroglyphiques. Par exemple, vous avez 500 avec les cordes enroulées, une corde valant pour 100. Donc quand vous mettez 6 cordes valant 600, vous voyez qu'en hiératique, on n'a pas répété 6 fois le même signe. Et vous avez là l'écriture de plusieurs scribes. C'est-à-dire que sur le document, on vous montre comment différents scribes sur différents papyrus ont noté cette valeur mathématique. D'accord. Vous voyez, puisque c'était oui, on voit la ressemblance, mais c'est pas écrit par le même scribe. Donc, si on peut voir le document suivant, parce que c'est là que ça devient intéressant. Vous voyez, quand on prend les 0, 1, 2, 3, 4, vous avez la ligne d'en dessous, ce sont les chiffres dits arabes. Vous voyez que c'est très étrange parce que je viens de vous montrer tous ces signes-là dans le hiératique et le démotique égyptien. Bon. Mais lorsque nous faisons des colloques entre chercheurs, vous avez des chercheurs qui disent, dans les grandes universités, même aux États-Unis ailleurs, j'ai essayé de traduire, donc j'ai traduit en bas pour simplifier l'anglais. Vous voyez, Indo-Arabic Numerals Character in Egyptian Alphabet and Grammar. Pour plusieurs raisons, certaines personnes ne considèrent pas cette notation comme étant indo-arabe. Car, quand vous les observez sérieusement, vous constatez qu'elle est dramatiquement identique aux graphies hiéroglyphiques de l'Égypte antique. C'est-à-dire que, vous voyez les signes, mais tu peux dire, ah,
ce signe-là, mais on l'a sur le papyrus là. Ce signe-là, on l'a sur le papyrus là. Ce signe-là, on l'a sur le papyrus. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des choses qui sont là, mais personne n'en parle. Et c'est valable aussi pour l'Inde. Hein. Ce n'est pas simplement les choses. Parce que lorsque vous prenez les Grecs disent que les Africains sont allés en Inde. Bon, les Arabes sont venus en Afrique, puisqu'ils étaient en Égypte. D'accord? Mais la question, c'est, au 8e siècle, ils sont arrivés en Europe. Et on vous dit qu'au 8e siècle, ils sont en train de faire des chiffres, alors qu'ils sont déjà en Égypte. Donc vous voyez bien que c'est un globi-boulga où on se nourrit de l'expérience de différents peuples sédentaires, et on va sortir son dossier. Alors maintenant, voyons le document suivant, et on va rentrer dans les trucs. Si je fais la somme de tous les documents que je vous ai montrés, en haut, vous avez l'écriture latine, l'écriture arabe et l'écriture donc indienne, d'accord, avec les symboliques. Bon, vous voyez que c'est vraiment très proche de notre cursive, que ce soit le hiératique, le démotique, d'accord. Bon, mais regardez ça. Je vous ai mis en rouge dans le tableau 1, 2, 3. Vous voyez 1, 2, 3 et 4, mais 1, 2, 3 écrit en chiffres arabes. Regardez, je vous ai mis Égypte ancienne, je vous ai mis 100, 200, 300. Écrit. Ça correspond parfaitement. La seule chose qu'on constate, c'est que la patte qui était sur la droite pour le chiffre africain Vire à gauche. Et au lieu de représenter 300, ça représente 3. Ben, c'est exactement. Mais s'il y a l'INPI, c'est moi qui ai inventé 1, 2, 3 hein, chez les Arabes. Hein. Et avec ceux qui. Mais bien sûr, parce que c'est pas parce que tu as changé une patte, vous connaissez au niveau de la musique. Oui, bien sûr. Hein, c'est pas parce que tu dis en verlan ce que Jess Bourne a dit dans un machin qu'on te dit que tu as passe-doigt pour machin. Non, c'est-à-dire que là, vous voyez bien qu'il y a des preuves dans les débats scientifiques où les gens ne corroborent pas le documentaire vidéo que je vous ai montré au premier. Ce n'est pas corroboré. Parce que si vous prenez l'ensemble des documents, de la documentation mathématique, au niveau de la notification des chiffres, en hiératique et en démotique, vous voyez bien que beaucoup de gens, beaucoup de peuples se sont servis de nos graphies et on vient nous rendre. Puisque même 1, 2, 3, regardez comment l'arabe place les 1, 2. Vous voyez que c'est un peu comme si on écrit le 2 couché, le 3 couché. D'accord? Est-ce que vous voyez l'affaire? Oui, oui, voilà. si on les retourne légèrement. Voilà, parce que nous, il faut retourner complètement puisque la patte, elle est de l'autre côté. D'accord? Mais regardez le sens qu'on a donné au hiératique 1, 2, 3, 4. Mais c'est exactement comme ça qu'en Europe, on note le chiffre 2. C'est dans ce sens-là. Oui. C'est dans ce sens-là qu'on note le 4. C'est dans ce sens-là qu'on note le 3. Donc, on ne peut pas venir nous sortir une filiation indo-arabe de chiffres en quoi? En 900 ou en 700, alors que nous, on a des documents qui datent de 2800 de l'ère ancienne africaine. C'est-à-dire à une époque, il n'y avait pas d'Arabes, il n'y avait pas d'Européens, il n'y avait personne, il n'y avait que nous. On a presque 4000 ans, on est presque 4000 ans en arrière. Mais oui. C'est énorme. Et certains disent même 5000 ans. Il faut voir que dans la documentation, ils vous disent, ben non, il y a 5000 ans, en Égypte, on notait déjà les chiffres comme ça. Puisque, comme le papyrus, c'est une invention qui est très précoce, il fallait pouvoir noter les chiffres sur le papyrus sans pour autant... je dirais perdre du temps, il fallait aller vite. Tandis que quand on faisait sur le mur, bon là on avait le temps avec un burin de graver le chiffre et compagnie. Bon, c'est intéressant puisqu'on voit des chiffres, par exemple les éléments sur les fêtes annuelles, on a ces documents-là écrits en monumental dans les temples d'Égypte. Donc ça permet de voir l'évolution. Donc tout ça pour dire que, vous voyez déjà, c'est toujours la même problématique. L'Afrique a connu tous les stades d'une chose. Vous voyez ? C'est tous les stades. C'est-à-dire, regardez, je vous montre un stade où on vous montre que, voilà, à tel moment, on a rencontré l'Arabe, à tel moment, on a rencontré l'Européen, à tel moment... Non, mais les choses sont là. Et je ne parle même pas du hiératique et du démotique. Quand vous avez ça entre les mains, vous allez dans un restaurant, dans n'importe quel pays arabe, vous présentez ça comme un document arabe, la personne croit que c'est un document écrit en arabe, alors que c'est du hiératique ou du démotique égyptien. C'est des expériences que j'ai déjà faites où, effectivement, c'est là qu'on voit la ressemblance et comment les gens se sont servis de notre façon de faire pour créer leur façon de faire. Bon, derrière, le but de l'Égypte, c'était de civiliser l'humanité. Et donc, mission accomplie. Elle était dans son rôle. Mais c'est pas quand tu arrives avec une technicité que tu maîtrises qui te permet... Et je parle même pas du support, parce que dans toute l'affaire, vous prenez n'importe quel témoin de Jéhovah qui vient frapper chez vous, tu lui dis, au fait, le plus ancien document de chez vous, il est quoi? Sur papyrus. Il est trouvé où? En Égypte. C'est-à-dire, c'est quand même étrange.
On te raconte une histoire qui a eu lieu au Proche-Orient, mais tous les documents sont chez nous. Donc dis que c'est une copie de nos textes de la bibliothèque d'Alexandrie, on va gagner du temps. Tu vois? Donc on a inventé le support d'écriture qui est le papyrus, mais Dieu a parlé à tout le monde sauf à nous. Et tout le monde utilise notre support d'écriture pour noter ce que Dieu a dit. Mais vous voyez pas que c'est le siècle Zavata qui s'amuse sans nous. Non, on ne peut pas accepter ça. Voyez? C'est plus possible. Non, c'est plus possible. Donc c'est pour ça qu'il faut clarifier les choses et comprendre un certain nombre de choses. Donc ça, c'est un point qui est important. L'autre chose sur laquelle je voulais insister, c'est que normalement, nos enfants, devraient exceller en mathématiques, mais pas dans les mathématiques d'un tel ou d'un tel. Il y a différentes façons de faire les mathématiques, et les mathématiques, ça se commence par des mathématiques sans chiffres. Donc, M. Wilbrook, que j'ai invité lors du colloque, M. Rouen-Eglache, que j'ai eu l'occasion d'avoir aussi, et il ne faut pas oublier Patson, qui était venu une fois ici, on s'en rappelle. Ils disent qu'il y avait des systèmes de notification, et je crois qu'il y a même une dame qui avait posté un message sur une de nos émissions, et qui disait qu'effectivement, ma mère, quand elle avait vu le truc de Paston, faisait des notifications de ses ventes. Alors, à l'aide, vous savez, des fois même, on prend un bout de charbon et on dessine les choses et tu comprends rien, mais elle te dit, aujourd'hui, j'ai vendu tant. Donc, ce qu'il y a, c'est que ces systèmes-là, pourquoi moi je les adore? Je les adore parce que c'est des choses qu'on peut faire très facilement à la plage avec un enfant, en prenant juste un bout de bois et on fait les signes par terre, ou avec un bout de charbon. Et on va prendre même un bout de carton. Enfin, il faut décomplexer les mathématiques. Le but du vœu, c'est d'avoir compris le schéma du calcul. Donc, si on peut voir le premier document avec un frère qui est Olivier, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir comment nos ancêtres avaient les bases de calcul, parce qu'aujourd'hui, on vous dit, oui, mais c'est des trucs qu'on retrouve aussi en Asie et compagnie. Mais l'Asiatique, il est venu d'où? Il n'était pas africain. Le commerce, on ne le faisait pas avec les Asiatiques. Si on n'était pas d'accord sur un système de calcul, on commerçait comment? Parce que la chose, c'est qu'il y a quand même des recherches que j'ai faites sur la question, au Burundi et compagnie, les gens ont vu ces systèmes d'écriture. Patson a dit, ma mère faisait ça en Côte d'Ivoire. Donc il faut que les gens arrêtent de planer et en faisant croire que l'homme est né en Afrique, oui, mais sans cerveau. Et que son cerveau l'attendait quand il a quitté les frontières de l'Afrique. Il faut arrêter de raconter des histoires. Parce que les gens finissent par fabriquer une espèce de pensée raciste un peu décomplexée sur des choses qui n'ont ni queue ni tête. Parce que si l'humanité est monogénétique, et si tous les humains descendent de l'Africain, comment tu fais pour avoir une propriété que l'Africain n'avait pas? Exact. Impossible. Mais c'est impossible. Impossible. Voyez. Mais ça, c'est parce que la répartition des richesses de la planète, comme elle est faite sur des bases racialisées, donc la connaissance distribuée dans tous les domaines, elle est aussi racialisée selon l'échelle de valeur de celui qui n'a rien, mais qui veut posséder avec M. Spies et M. Wesson. C'est-à-dire qu'il descend chez toi et qu'il braque chez toi avec ses hélicoptères de combat. D'accord? Donc si on peut voir le document, parce que c'est intéressant, et c'est surtout pour les enfants. Pour effectuer des opérations algébriques élémentaires, comme des multiplications. Comment multiplier deux nombres? Et à l'école primaire, on nous a appris avec les tables de multiplication comment faire ces opérations. Donc 2 fois 3, 7 fois 8, etc. Et la méthode que je montre ici peut être vue comme un substitut de ces méthodes classiques que nous avons appris à l'école primaire. Comment multiplier? Supposons que je veuille effectuer la multiplication de 21 par 13. Que vaut 21 fois 13? Eh bien, par la méthode habituelle, je pose l'opération 21 fois 13. Je fais 3 fois 1, ça fait 3. 3 fois 2, ça fait 6. 1 fois 1, ça fait 1. 1 fois 2, ça fait 2. Et je fais la somme. 3 plus 0, ça fait 3. 6 plus 1, ça fait 7. Et 0 plus 2, ça fait 2. Donc, 21 fois 13 égale 273. Et ça, c'est la méthode classique qui nous donne le résultat. Je vais maintenant montrer une méthode pour effectuer le même calcul. Et voici la méthode. Je vais représenter le chiffre 2 par deux lignes. 1, 2. Donc, je représente le chiffre 2 par deux lignes. Je représente le chiffre 1 par une ligne. Je vais ensuite représenter le chiffre 1 pour le nombre 13 par une ligne. Et puis représenter le chiffre 3 du nombre 13 par 3 lignes. 1,
2 et 3. Et la prochaine étape consiste à dénombrer le nombre de points d'intersection de ces lignes. On va dénombrer le nombre, on va compter le nombre de points d'intersection de ces lignes. Alors, il y en a ici 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis 1, 1, 2. Et pour faire le dénombrement, le comptage, la comptabilité, je vais regrouper les points d'intersection par diagonale. Je vais regrouper les points d'intersection par diagonale. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous avez ici une diagonale, ici une diagonale, et puis ici une diagonale. Donc, 1, 2, 3. Ça fait 3 diagonales. Je les regroupe, les points d'intersection, par diagonale. Vous avez ici une diagonale, ici une autre diagonale, et puis ici une diagonale. Je compte pour la première diagonale le nombre de points d'intersection. J'ai 1, 2, j'écris 2. Pour la deuxième diagonale, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je marque 7. Et pour la troisième diagonale, j'ai 1, 2, 3. J'écris 3. Et 21 fois 13 égale 273. 21 fois 13 égale 273. Je marque que 21 fois 13 égale 273, ce qui est compatible avec le résultat trouvé par la méthode classique. Donc, je reprends la méthode. Je vais effectuer 21 par 13. Je trace 2 traits ou 2 lignes pour le chiffre 2 du nombre 21. 1, 2. Je représente le chiffre 1 de ce même nombre par une ligne. 1. Vous voyez que j'ai laissé un espace entre 2 et 1. Et puis, je passe au deuxième nombre, dont le premier chiffre est 1. Je trace une ligne dans le sens opposé. Ici, j'ai fait comme ça. Et puis, pour le deuxième nombre, je fais comme ça. Et puis, le deuxième chiffre du nombre 13 est 3. Donc, je trace 1, 2, 3. Et je m'occupe des points d'intersection par diagonale. Je les regroupe par diagonale. Donc, une diagonale, 2 diagonales, 3 diagonales. Et je compte le nombre de points d'intersection. J'ai 2, 7, 3. Donc, 21 fois 13 égale 273. Et j'ai trouvé le résultat de cette opération. Alors, voyons un calcul un peu plus complexe. Et donc ça fonctionne même avec des calculs beaucoup plus complexes. Oui, même des chiffres après la virgule. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont faites. Bon, il y a plein de méthodes de calcul comme ça, je dirais, dans notre tradition. Mais c'est important de savoir que j'ai quand même des documents. On a fait un magazine, Papyrus d'Amès, où les chercheurs ont dit qu'ils ont vu ces méthodes-là quand ils faisaient leur quête anthropologique dans certaines nations et certains pays africains. Mais c'est surtout les témoignages de ces jeunes, parce que je dédie effectivement l'émission un peu à cette jeune fille qui disait « Ma grand-mère comptait, je ne comprenais rien. Je voyais des traits qu'elle faisait, mais elle me donne le résultat, mais je n'avais pas compris la logique. Il faut savoir que la logique, c'est ça. Patson en a parlé parce que sa mère utilisait le doigt. Elle faisait les traits et après, elle effaçait rapidement sur le sol, rapidement pour faire les calculs. C'est-à-dire que les femmes, il faut bien comprendre que dans toute cette affaire, il faut savoir que lorsqu'on a sorti les hommes et les femmes d'Afrique à l'époque des razzias négrières, on a bien vu qu'ils maîtrisaient des systèmes de mathématiques. Il ne faut pas oublier que les plus grands mathématiciens de l'époque étaient africains. Hein, ça, il ne faut pas l'oublier, puisque c'est dans le Ouzou. Hein, c'est eux qui faisaient les calculs. C'est eux qui faisaient les calculs. Et là, les Occidentaux se sont dit, mais mince, il y a des systèmes de... Parce que ces Noirs-là n'ont pas été à l'école en Occident, ni en Amérique, ni sur les plantations ailleurs. Donc, ils ont dit, donc ça veut dire qu'il y a en Afrique des systèmes de calcul beaucoup plus performants que le système qu'on a hérité des Indiens et des Arabes. Et que c'est resté en suspens. Mais quand est venu l'intérêt pour la technologie, ce qu'on appelle l'ordinateur, l'informatique et compagnie, c'est là que les gens se sont dit nos mathématiques posent un problème parce que l'algorithme de la division n'est pas l'algorithme de l'addition, qui n'est pas l'algorithme de la multiplication. Si l'ordinateur, c'est une programmation et qu'il faut programmer chaque calcul, on ne s'en sort pas. Tandis que l'Afrique a un seul algorithme. Elle fait tous les calculs, l'addition, la division, tout ça. Donc à partir de là, c'est pour ça que l'Afrique l'a emporté. Et la chose, c'est que moi, je vous dis, hein, à l'école polytechnique, il y a un document qui est remis aux étudiants pour leur dire clairement, d'ailleurs, le professeur Adjamabo, je vous montrerai quand il le dit, puisque c'est en allant le voir que j'avais découvert ce document, et qui disait, il faut aux enseignants de ne pas oublier de dire à l'élite de la nation que tous les systèmes de calcul viennent du continent africain, toutes les machines, mais c'est écrit, hein. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que je suis en train d'inventer. Le professeur a le document, il le lit. Moi, j'ai vu le document. Et c'est là que j'ai découvert que la technologie moderne, c'est-à-dire le téléphone portable utilisé, la télévision numérique, tout ça, le système à l'intérieur, l'algorithme est africain. Après, on en a parlé avec Ron Eglache, on en a parlé avec M. Hulbrook, et M. Hulbrook a dit, mais lorsqu'on apprend
le langage Pascal, mais ça vient de l'Afrique. Il l'a écrit. Tout ça, c'est des choses qu'on n'est pas en train de dire c'est du furtif. Les gens ont écrit ça. Donc, qui fait qu'avec un enfant, par exemple, qui a 5 ans, on peut faire des codes binaires, on peut faire des codes barres avec le gamin, en passant par les mathématiques africaines. C'est ce que Héroux, qui était mathématicien, a toujours dit. Donc, vraiment, je dirais là-dessus, on a des matériaux, parce que, vous savez, je veux rendre hommage aussi à un monsieur que j'ai eu l'occasion de découvrir quand je suis parti faire mes études, c'est Asa Hilliard III. Asa Hilliard III, c'est un Africain-Américain qui travaille dans les grandes universités, un département d'études africaines, et qui disait que si vous prenez un noir aujourd'hui, il pense que les matériaux pédagogiques et scientifiques dont il dispose dans sa culture ne sont pas aussi performants que ceux qu'on lui présente de l'Europe et de l'Amérique blanche. Et pourtant, les sources de ces algorithmes et compagnie d'Amérique blanche viennent du continent africain. Donc c'est un problème d'information. Et il faut régler ce problème-là pour donner aux Noirs, aux enfants noirs, la confiance en eux. Parce que si on leur donne cette confiance en eux depuis tout petit, eh ben, on arrivera à un meilleur résultat quand ils seront grands, c'est-à-dire cette capacité de comprendre que les hommes ont tous le même potentiel, le même génie. La seule chose, c'est que c'est vrai, il y a une source de ce génie qui est un génie africain. Pourquoi ? Parce que c'est là où il a eu plus le temps. C'est parce qu'il était sédentaire, il n'était pas nomade, il ne se déplaçait pas tout le temps. C'est là où il a eu le temps d'observer les étoiles, d'observer le soleil, d'observer la crue, d'observer le fleuve, d'observer les animaux, comment ils grandissent, comment tout ça. Il a tellement observé qu'il s'est constitué une base de données d'information. Parce que la science vient avant tout de l'observation. C'est l'observation. Et celui qui se passionne pour la botanique va observer les fleurs, l'autre qui se passionne pour les animaux va observer combien de lapins sortent, et puis on va découvrir les nombres BI, machin, qu'on va appeler Fibonacci. Mais Fibonacci a été où ? Il était en Égypte. C'est sûr et certain. Voilà. Alors, pour terminer, je dirais que un jour, je discutais avec un prof de maths qui était donc d'ascendance arabe. Enfin, c'était un monsieur qui venait du Proche-Orient. Et je lui dis, mais par exemple, quand vous racontez l'histoire du zéro, toutes ces choses-là, c'est quoi le récit de l'invention chez vous ? Et il me dit, en fait, il y a un mathématicien arabe qui était en Égypte et il a regardé le niveau du Nil. J'ai dit, bon, ok, c'est bon. C'est pas la peine d'aller plus loin, on a déjà compris. Parce que là, on est en train de parler du nilomètre. C'est-à-dire le nilomètre d'Atsouan, c'est cette graduation qui vous permet d'avoir le flot normal, le flot au-dessus, le flot au-dessus. Donc quand le flot est normal, c'est considéré comme la ligne zéro. Vous voyez ? Donc cette ligne zéro, qui était le Néférou, qui existe au niveau de la Seine. C'est-à-dire la Seine aujourd'hui, pour connaître le niveau de la Seine, quand la Seine déborde ou quand elle machin, il y a la même graduation que vous aviez en Égypte. Et vous retrouvez ça partout. Vous voyez ? Mais la chose, elle est là. Vous la voyez quand vous êtes à Paris, vous la voyez en Angleterre. Mais on ne va pas faire le lien avec l'Afrique. Et pourtant, l'Afrique, c'est elle qui a inventé le système de graduation qui permet de savoir quel est le niveau de l'eau d'un fleuve. Puisque vous savez que ce sont des villes qui sont des deux rives d'un fleuve. Il faut connaître quand même. Clairement. Il faut avoir la maîtrise. Il faut avoir une certaine maîtrise. Et l'Afrique, c'était la même chose. Le fleuve passait au milieu, c'est le Nil. Donc, c'est là où on a inventé ces systèmes de nilomètres qui ont été repris dans les grandes villes occidentales. Mais il faut rappeler qu'il y a une source. C'est ça la problématique de fond. C'est vrai que c'est souvent caché. Moi, j'étais surpris d'apprendre effectivement que le canal des retours, les calculs avaient été effectués par les esclaves. La construction, on savait que c'était eux, mais les calculs aussi avaient été faits par les esclaves. Vous savez que les grands empires africains, il y avait plein de canaux qui faisaient, depuis l'Égypte, pour faire en sorte que l'eau du fleuve puisse irriguer aussi les champs et qu'on puisse se déplacer plus facilement avec les barques. Vous voyez, quand on voit les Asiatiques qui font des champs sur l'eau, ils se déplacent en barque pour gagner du temps, mais c'est des choses que nous avions fait à l'époque du roi Gadou, de l'Empire mandé. Les souverains faisaient déjà ça. Donc on avait déjà cette technique pour apprendre à creuser. On se dit même qu'ils avaient besoin de cette technicité-là, finalement, que les esclavagistes avaient besoin de cette technicité-là. C'est-à-dire que, mais même en Martinique, il y a eu aussi des choses qui ont été faites, qui fait que c'est une histoire dont on ne parle pas, puisqu'on veut faire croire qu'on a fait venir des gens sans cerveau. Mais la réalité, alors qu'ils avaient la connaissance, c'est eux qui avaient la connaissance. Un jour, je vais vous raconter une chose, j'étais aux États-Unis, et je leur demandais, mais c'est vrai que les Européens, enfin les Américains, blancs, ils ont repris à leur compte beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de choses qui nous paraissent bizarres, parce que si vous prenez le rodéo, le gars, il vient, par exemple, il saute sur un bœuf ou il va sauter sur un cheval et il va faire le rodéo. Mais tout ça, c'est très étrange, parce que ces gens-là ne s'occupaient pas des animaux.
Hein, et c'est là qu'on m'a dit non, non, tout ça c'est fake news. En fait, en réalité, il y avait les Noirs qui s'occupaient du cheptel, des animaux. Il y avait effectivement, un jour, il y a un taureau qui est sorti et le taureau est passé devant la barrière. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauté sur le dos du taureau. Et en tenant le corde, il a commencé à... Voilà. Et en fait, en voyant ça, comme il est resté le truc du taureau, c'est de là qu'est venu... Voilà. Il m'a dit, c'est de là... Et il y a des documents là-dessus, hein. Mais plus on creuse, professeur, plus on se rend compte... compte... qu'est venue l'affaire du rodéo. Mais quand on raconte l'histoire du rodéo, on ne vous dit pas que déjà les Blancs ne s'occupaient pas spécialement des animaux. C'est les on Noirs, occulte toujours le noir de l'histoire. Mais c'est comme Mickey Mouse. Vous voyez, qui a donné à Walt Disney toutes ces histoires? Ce sont les Noirs qui se racontaient ces histoires-là, notamment le long du fleuve Mississippi, le Mississippi avec les petites guitares. Il y avait ces histoires où on se racontait l'histoire des animaux, comme on fait Compère Zampa, Compère Zampa, Compère Lapin, Compère Zamba, ici. Donc, à partir de là, cette histoire-là, ils ont commencé à écouter ça et à se dire, tiens, voilà, quelque chose qui peut servir les intérêts des jeunes générations. Et Mickey Mouse est passé à Walt Disney. Mais c'est quand même des choses qui concernent la communauté noire américaine. Plus on creuse, plus on voit que tout, effectivement, provient des afrodescendants. Je dis aux gens souvent les expressions qu'on utilise, le rap, la danse, enfin quasiment tout ce qu'on fait. Oui, mais c'est-à-dire que nous, on a des documents. C'est-à-dire qu'on ne parle pas en l'air, hein, on a quand même des documents. Clairement, c'est scientifiquement. Voilà, vous allez dans un musée, vous allez voir les choses, voilà, c'est ça. Et puis la nouvelle génération aussi occidentale, elle n'est pas aussi de mauvaise foi que l'ancienne génération. Effectivement. Moi, je vois les archéologues français commencent à sortir beaucoup de choses sur les mégalithes. C'est pas nous qui avons construit, c'était déjà là avant qu'on arrive. Stonehenge. Ils sont plus honnêtes. Après, ils ont l'obligation, effectivement. Ah, ça, par contre, entre le moment où tu es simple employé et le moment où tu es directeur de département, le discours, il est à géométrie variable aussi. Ça, on l'a bien vu pour certaines personnes dont on taira le nom. Merci beaucoup, en tout cas, professeur, pour le cours du jour. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Poursuivre cette investigation, notamment les exercices de maths pour enfants. Très bien. Voilà. Merci encore, professeur. Chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. J'ai regardé un petit peu les commentaires. Effectivement, on en apprend toujours avec le professeur Omodunde tous les jeudis. Et c'est vrai que ça fait du bien. Une bonne soirée à vous. Bisous, bisous tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau jeudi anthropologie.